Dans les séquences vidéo précédentes, nous nous sommes surtout intéressés au tableau dynamique, c'est-à-dire au tableau dont la taille peut changer lorsque le programme se déroule. Intéressons-nous ici au tableau dont la taille est connue a priori, c'est-à-dire est connue au moment où on écrit le programme, et dont la taille ne peut pas varier lors de l'utilisation. Par exemple, si on veut faire un programme de géométrie dans le plan avec des vecteurs en dimension 2, on aura toujours un tableau qui contient les deux coordonnées. Ce chiffre est connu à l'avance, c'est 2, et ne varie pas au fur et à mesure que le programme évolue. Un autre exemple, c'est si vous voulez faire un programme de jeu d'échecs, vous savez au préalable, avant d'écrire le programme, qu'il y a par exemple 2 joueurs, et vous savez que ce nombre ne va pas changer. Vous savez aussi que le jeu d'échecs, ça va toujours être 8 fois 8 cases, vous connaissez ce nombre au préalable, et ce nombre ne va pas changer. On est donc dans ce cas où la taille est connue a priori, et où elle n'évolue pas, donc dans cette partie-là du tableau, ce que l'on appelle donc des tableaux statiques ou des tableaux de taille fixe. Il existe en C++, depuis la nouvelle norme C++ 2011, deux types de tableaux de taille fixe. Les tableaux Array, introduits avec cette nouvelle norme C++ 2011, et puis depuis le début, les tableaux hérités de l'ancêtre du C++, le langage C, donc qu'on appellera les tableaux à la C. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons maintenant nous focaliser sur les arrays. Les arrays ont été introduits dans la nouvelle norme C++ 2011 parce que les tableaux à la C, built-in array, présentent un certain nombre d'inconvénients. Tout d'abord, ils sont systématiquement passés par référence, même si on ne met pas le petit signe de passage par référence aux arguments de la fonction, les tableaux à la C sont passés par référence. Ensuite, ils n'ont jamais connaissance de leur propre taille, alors qu'avec les arrays, on a, comme avec les vecteurs, un moyen simple de connaître la taille. Ensuite, les tableaux à la C ne peuvent pas être manipulés globalement. Si j'ai un tableau tab 1 et un tableau tab 2, je ne peux pas faire avec les tableaux à la C tab 1 égale tab 2. Ensuite, on ne peut pas retourner un tableau à la C d'une fonction. On ne peut pas avoir un type de retour de fonction qui est un tableau à la C. Et enfin, les tableaux à la C ont une syntaxe d'initialisation particulière, pas aussi générale que par exemple les vectors. Bref, je pense que depuis la norme C++ 2011, depuis les arrays, les tableaux à la C n'ont aucun avantage. Ceci dit, ils étaient très répandus et je pense que par inertie, par habitude, ils vont encore être largement utilisés. Et donc pour ceux qui voudraient étudier ce sujet, nous mettrons une annexe sur les tableaux à la C. Passons maintenant au array de C++ 2011. Pour utiliser un tableau de taille fixe, un tableau dont on connaît la taille au moment où on écrit le programme, et c'est vraiment ça qui va déterminer si vous utilisez un array ou un vector. Donc pour déclarer un tableau de taille fixe, on va utiliser donc le type array. Et pour ça, il faut bien sûr faire commencer le programme avec la directive --include array. Ensuite, un tableau va se déclarer donc avec le mot-clé array, puis on mettra derrière le type et la taille qui justement est connue. C'est cette taille qui est nouvelle par rapport au vecteur, qui est justement connue au moment où on écrit le programme. Puis on terminera avec, comme d'habitude, le nom que l'on veut donner au tableau. Donc par exemple, si je veux déclarer un tableau qui contient des doubles, un tableau de taille fixe, 3 que je connais, qui contient des doubles, je vais donc écrire à ce moment-là array de double, virgule, 3. Et puis ensuite, derrière, mettre le nom, par exemple ici, vecteur 3D. J'aurai au préalable inclus au début de mon programme la bibliothèque array. Avec cette déclaration, on a donc array qui est un tableau de taille fixe, ça ne pourra plus bouger, c'est exactement la taille qui est donnée au départ qui va être la taille tout au long de l'exécution du programme et qui contient donc ici de la place pour stocker 3 doubles. Un autre exemple, si on voulait par exemple déclarer les habitants d'un certain nombre de cantons que l'on connaît au préalable, on peut tout à fait déclarer comme ça une expression constante, donc const le nombre de cantons de type sizeT, puisque l'on sait que c'est une taille de tableau que l'on veut indiquer ici, donc nb canton le nom de la variable, et puis l'initialiser par exemple donc ici à 26. Ce qui nous permet donc ensuite d'utiliser cette variable ici comme le nombre de cantons. Dans le tableau dynamique ici, array de unsignedInt, donc ce sont des entiers positifs, le nombre d'habitants est un entier positif, donc on indique le nom ici. Donc habitant sera un tableau ici qui contient
exactement 26 entiers non signés, 26 unsigned int. Nous venons de voir comment déclarer un tableau de taille fixe. On peut aussi bien sûr l'initialiser, c'est-à-dire lui donner des valeurs au moment où on le déclare, avec une syntaxe usuelle, très similaire à celle rencontrée pour les vecteurs. Donc entre parenthèses, ronde ici, la valeur pour un tableau, c'est-à-dire un ensemble de valeurs. Donc on n'oubliera pas ici de mettre les accolades pour un ensemble de valeurs qui indique les valeurs initiales du tableau, chacune étant donc séparée par une virgule. Par exemple, si je veux donc déclarer un tableau de 5 entiers, un tableau statique, un tableau de taille fixe de 5 entiers, je vais déclarer ici array, chacun des éléments sera de type entier, puis je passe donc la taille qui est connue au moment où j'écris le programme. Donc ici, je l'aurai au préalable déclaré comme une expression constante de type sizeT, je l'ai donc appelé taille, et qui contient 5. Je vais donc déclarer un tableau qui contient 5 entiers. Ce tableau, je l'appelle âge. Et puis, donc, je l'initialise entre parenthèses rondes avec donc les valeurs données ici comme un ensemble de valeurs avec les accolades, un ensemble de valeurs séparées par des virgules, donc 20, 35, 26, 38, 22, qui va donc me donner le tableau représenté ici. Il existe aussi une seconde façon d'initialiser les tableaux. On l'avait vu aussi avec les tableaux dynamiques, c'est avec le signe égal. Et puis de nouveau, donc de l'autre côté de égal, l'ensemble des valeurs entre accolades séparées par des virgules. Donc si je reprends l'exemple précédent, j'aurais pu aussi, on ne peut pas évidemment mettre les deux en même temps, hein, c'est une alternative, mais j'aurais pu aussi donc déclarer mon tableau âge et l'initialiser ici avec le signe égal et puis des accolades. En fonction des compilateurs, d'ailleurs, à l'heure actuelle, certains compilateurs ne tolèrent que cette seconde façon d'initialiser. D'autres tolèrent les deux façons d'initialiser. À noter pour finir qu'un tableau de taille fixe non initialisé contient n'importe quoi, en ce sens qu'on ne sait pas dire ce qu'il contient. Maintenant que l'on a déclaré, initialisé un tableau de taille fixe, on peut aussi bien sûr l'utiliser. Il n'y a ici rien de nouveau par rapport au tableau dynamique, les syntaxes sont vraiment identiques. Pour utiliser un élément à la position i d'un tableau statique, qui s'appelle tab, on utilisera tab de i, exactement comme on l'aurait fait pour un tableau dynamique. On peut aussi itérer sur un tableau statique avec exactement la même syntaxe que pour un tableau dynamique, soit le for à la C++ 2011, for auto, élément 2 points dans le tableau, soit avec un for classique. Les arrays ont aussi une fonction spécifique size qui indique leur taille, donc on peut tout à fait de nouveau écrire comme pour les tableaux dynamiques tab.size pour obtenir la taille du tableau tab, tableau statique, ici tab. On peut aussi faire des affectations globales, donc affecter globalement un tableau tab 1 à tab 2. Donc si j'ai déclaré ici un tableau tab 1 qui est un tableau statique de taille 3, ça ne bougera pas, d'entier, que j'initialise ici aux valeurs 1, 2, 3, je peux donc tout à fait le recopier directement dans un autre tableau statique ici de même taille, de taille 3, en écrivant comme ça tab 2 égale tab 1, ce qui va recopier l'intégrité de tab 1 dans tab 2, mais ça reste bien sûr deux tableaux complètement séparés. Ça recopie tab 1 dans tab 2, mais tab 1 et tab 2 vivent leur vie séparément. Si je modifie tab 1, tab 2 ne sera pas modifié bien sûr. Vous voyez donc que l'utilisation des arrays est très similaire à celle des vecteurs. La différence, c'est simplement que la taille d'un array est fixée au départ et ne peut pas bouger. De même, comme on pouvait faire des vecteurs de vecteurs, on va pouvoir faire des arrays de arrays, des tableaux statiques de tableaux statiques. Et puis, si on a besoin, on peut bien sûr combiner, faire des tableaux statiques de tableaux dynamiques, des tableaux dynamiques de tableaux statiques, etc. Regardons ici donc les tableaux statiques de tableaux statiques, array de array. Donc, comme on faisait des vecteurs de vecteurs, on va pouvoir faire des arrays de arrays. La différence ici, c'est qu'on va devoir indiquer les tailles. Donc, par exemple, ici, je vais faire un array de 2. De 2 quoi? De 2 array de 2 double. Donc, cette matrice que j'appelle ici rotation, c'est bien une matrice qu'on a l'habitude plutôt de représenter comme un tableau ici 2 x 2, un tableau à 4 éléments, mais qui est bien un array de 2 double. Voilà donc la déclaration d'un tableau statique à 2 x 2 éléments. On peut donc bien sûr faire d'autres exemples. On peut faire ici un tableau qui collectionnerait les statistiques sur des cantons.
On aura donc un tableau à nombre de cantons, la première dimension, qui est le nombre de cantons. Et puis, chacun des cantons aura lui-même un certain nombre de statistiques. Par exemple, 2 statistiques, comme la surface et le nombre d'habitants. On peut même faire des objets encore plus compliqués, comme des tableaux à 3 indices, des tableaux de tableaux de tableaux, ce qui mathématiquement correspondrait à un tenseur. Ce qui compte ici, c'est de bien comprendre les différentes tailles. Donc on aura un tableau de 3 tableaux de 2, tableaux de 2, tableaux de 4 éléments. Cette couche de 2 fois 4 éléments étant reproduite 3 fois dans le tableau initial. Voilà, ceci est certainement un petit peu compliqué et peu courant, mais le but était ici de montrer qu'on peut généraliser à n'importe quel nombre de tableaux et surtout d'indiquer l'ordre des différentes tailles. Voyons maintenant l'utilisation de ces tableaux à plusieurs dimensions et revenons pour cela à ce que l'on avait appelé la matrice ici rotation, qui est un tableau de 2 fois 2 double, donc que l'on représente comme ceci. L'utilisation est exactement comme pour les vecteurs. On va utiliser donc les crochets avec 2 dimensions ici. Donc on va regarder ici rotation de 1. La numérotation, je vous rappelle, commence à 0, va jusqu'à taille moins 1. Donc ici, rotation de 1. Et dans rotation de 1, on va chercher l'élément à la position donc 0. Cet élément ici, auquel on donnera donc la valeur 2.0.231. Donc c'est bien l'élément ici, rotation de 1, crochet 0 qui nous intéresse. De même, si je prends le tableau statistique, ici, statistique de I lui-même est donc un array de NB statistique int. C'est donc un array de NB statistique int, c'est-à-dire lui-même un tableau de NB statistique. Tout ceci donc exactement comme on procédait avec les tableaux dynamiques de tableaux dynamiques. Rien de nouveau ici, si ce n'est que toutes les tailles sont fixées et donc toutes les lignes ont la même longueur. Une petite spécificité cependant par rapport au vector concerne l'initialisation des arrays de array. La syntaxe actuellement supportée par les compilateurs ne tolère qu'une seule accolade dans les initialisations. Donc si je fais ici un tableau statique, 2 tableaux statiques, par exemple donc à 4 fois 3 entiers, donc ici je vais mettre des entiers, que je veux initialiser. Contrairement au tableau donc dynamique, il va falloir ici donc initialiser avec simplement une seule accolade Et mettre donc à l'intérieur de ces accolades l'ensemble des valeurs que l'on veut déclarer dans l'ordre de lecture. Donc ici par exemple 0, 1, 2 et puis ensuite 3, 4, 5, comme ça séparés simplement avec des virgules. Voilà la syntaxe à l'heure actuelle pour initialiser les tableaux statiques de tableaux statiques. Pour conclure, résumons les différentes syntaxes entre les tableaux statiques, tableaux dynamiques, entre les vectors et les arrays. Les tableaux dynamiques, donc je vous rappelle, dont la taille peut varier au fur et à mesure que le programme s'exécute, par opposition donc aux tableaux statiques dont la taille doit être connue au moment où l'on écrit le programme. Donc les premiers tableaux dynamiques, ce sont des vectors, et les tableaux statiques, ce sont des arrays. On déclarera donc un tableau dynamique soit comme vide, on peut tout à fait déclarer un tableau dynamique comme vide, soit lui donner une valeur initiale, une taille initiale 5, mais cette taille va pouvoir varier au fur et à mesure du programme. On pourra rajouter ou enlever des éléments. Alors que du côté donc tableau statique, la taille doit absolument être connue. On peut soit l'écrire comme ceci, soit utiliser une variable. mais cette taille doit absolument être connue. Donc ici, on n'a bien sûr qu'une seule syntaxe pour les tableaux statiques. Ensuite, pour utiliser donc les éléments d'un tableau à 1 ou 2 dimensions, donc c'est la même syntaxe, à 1 dimension, donc table de i. Si le tableau a 2 dimensions, table de ij. Pour connaître la taille d'un tableau statique ou d'un tableau dynamique, on utilise la fonction size. Pour parcourir un tableau statique ou un tableau dynamique, ça se fait de la même façon. On peut soit utiliser une boucle for classique, soit utiliser une boucle for C++ 2011, donc avec les 2 points. Si on veut parcourir sans modifier les éléments, on écrira donc for auto et puis le nom que l'on veut utiliser pour les éléments. Si on veut modifier les éléments, on n'oubliera pas de rajouter le signe et ça donc de façon identique dans un tableau statique ou dans un tableau dynamique. Ensuite, dans un tableau dynamique, on va pouvoir donc éventuellement rajouter
des éléments. Donc ça, c'est spécifique au tableau dynamique. Bien sûr, ça n'existe pas du côté tableau statique. On ne peut pas modifier un tableau statique. Et donc, pour un tableau dynamique uniquement, pushback rajoute la valeur que l'on a donnée x à la fin du tableau. Donc, ça va recopier x à la fin du tableau. Si l'on veut enlever le dernier élément d'un tableau dynamique, alors on utilisera popback. Et ceci, bien sûr, n'existe pas pour les tableaux statiques qu'on ne peut pas modifier. Enfin, dernière différence, pour l'initialisation des tableaux dynamiques, on pourra utiliser la syntaxe supportée par tous les compilateurs d'initialisation ici avec un tableau de tableaux avec les parenthèses rondes, alors que pour les tableaux statiques de tableaux statiques, il faudra utiliser la syntaxe égale à l'heure actuelle et utiliser uniquement un seul niveau d'accolade avec la liste des valeurs désirées comme ça, les unes derrière les autres.